les citoyens perdent confiance totalement par rapport à la police, par rapport à leurs élus, par rapport aux institutions de la justice. On a mis des siècles à créer cet État. On a élu des hommes, des femmes politiques pour faire ce que nous voulons. Et le résultat, c'est zéro. Rien. On traite les Blancs d'une manière différente des non-Blancs. Les non-Blancs, on leur donne le bénéfice du doute. Les Blancs, on les soupçonne d'abord et on les innocente après. Des grooming gangs. Mais ils essayent de noyer ça dans les statistiques. C'est-à-dire, si on prend tous les cas de viol, tous les cas de viol d'enfants, ce n'est qu'une petite partie. Le problème, c'est que cette petite partie a été protégée par certaines personnes en position d'autorité, niée par d'autres, et la participation d'hommes issus de l'immigration est tout à fait disproportionnée. On voit toute la puissance et l'organisation d'une machine qui est bien huilée, bien roulée maintenant. Bonjour Jérémy Stabs. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction de Causeur et observateur attentif de l'actualité britannique. Revenons d'abord sur les émeutes de Belfast, déclenchées après l'agression d'un citoyen irlandais par un migrant soudanais. Des milliers de personnes ont manifesté parfois avec violence en incendiant notamment des bâtiments ou du mobilier public. Quel regard portez-vous sur ces événements ? Au-delà du fait divers, quelles tensions révèlent-ils selon vous ? À part l'horreur devant l'acte lui-même, les études d'opinion montrent que ce qui inquiète les Britanniques le plus concernant l'immigration, c'est l'incapacité de l'État à maîtriser ses frontières. Et c'est même le spectacle de cette impuissance qui est le plus frustrant pour les Britanniques. C'est de dire que pour tous les migrants qui arrivent dans l'espace Schengen, cette frontière, c'est une porte ouverte, sans vérification, et en ce moment, sans accord entre le Royaume-Uni et la République irlandaise, pour retourner de l'autre côté les gens qui traversent la frontière. Alors les gens qui arrivent par là ne sont pas les plus nombreux. En même temps, parfois, ils sont très dangereux, ça c'est sûr. Mais c'est juste la frustration. On a un État, on a mis des siècles à créer cet État, on a élu des hommes, des femmes politiques pour faire ce que nous voulons, et le résultat, c'est zéro. Rien. Donc, encore une fois, ça décrédibilise les politiques actuelles. On prend le Parti conservateur. Le Parti conservateur a perdu énormément de crédibilité parce qu'il a été au pouvoir pendant 14 ans. En fait, les politiques actuelles du Parti conservateur ne sont pas très différentes de celles de Réforme. La question, c'est à qui est-ce que vous vous fiez pour mettre en pratique ces politiques? Ceux qui ne les ont pas appliquées dans le passé ou ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité soit de les appliquer, soit de ne pas les appliquer, on verra. Ces violences traduisent-elles aussi une rupture entre une partie de la population et le monde politique accusé de ne plus représenter ses préoccupations ? Ce qui est clair, c'est que face à cette impuissance de l'État, les citoyens perdent confiance totalement par rapport à la police, par rapport à leurs élus, par rapport aux institutions de la justice. On parle de temps en temps au Royaume-Uni, comme en France, de la possibilité d'une sorte de révolte populaire. Cela n'ira jamais jusque-là. Déjà, ce qu'on vient de voir, c'est suffisamment grave. C'est un appel
aux politiques de se réveiller et de faire quelque chose. Le problème, c'est qu'on voit qu'on est toujours dans le déni. Et évidemment, ça ouvre un boulevard à de nouveaux hommes, de nouvelles femmes politiques qui n'ont pas encore été testés, qui n'ont pas subi l'épreuve de la réalité des personnes comme Nigel Farage. Et on l'accuse de profiter de la situation. Le problème, c'est que cette situation n'a pas été créée par lui, mais par ceux qui sont actuellement au pouvoir. Donc, je ne vois pas que cela conduise à une révolte armée, les fourches dans la rue, etc., etc. Mais ça va conduire inévitablement à l'élection de politiques complètement différents de ceux qu'on a connus jusqu'à présent. Avant d'aborder les solutions politiques, revenons sur l'affaire Henri Novak, qui a profondément marqué l'opinion britannique. Pour rappel, ce jeune homme anglais s'est vidé de son sang alors même que la police lui passait les menottes, après qu'il ait été poignardé par son agresseur, qui s'était présenté comme victime auprès des forces de l'ordre. Des manifestations s'en sont ensuivies à Southampton. Peut-on comparer ces deux manifestations? Voilà, cette fois, le crime a été commis apparemment par un citoyen britannique, de religion sikh en l'occurrence. Donc, il n'est plus question des frontières là. Mais c'est une autre institution qui est dans le collimateur, c'est-à-dire la police elle-même. Si en Irlande du Nord, les manifestants, les émeutiers ont attaqué la police, c'est la police en tant que symbole des autorités. Là, il y a eu des émeutes assez violentes à Southampton. Là, on attaquait la police en tant que police. C'est l'insatisfaction vis-à-vis de la police parce qu'on a l'impression que la police a été prise en otage par des idéologies, entre guillemets, diversitaires, des formations qui ont été prodiguées aux recrues qui vont exactement dans ce sens. Et donc, la police est totalement instrumentalisée par des idéologies d'extrême gauche. Et le cas de Henry Novak est, on peut presque dire, un cas d'école de quelque chose dont on accusait la police depuis déjà 2 ou 3 ans. C'est-à-dire de pratiquer ce qu'on appelle en anglais le two-tier policing, c'est-à-dire un maintien de l'ordre à 2 vitesses ou 2 poids, 2 mesures. On traite les blancs d'une manière différente des non-blancs. Les non-blancs, on leur donne le bénéfice du doute. Aux blancs, on les soupçonne d'abord et on les innocente après. Cette affaire relance également le débat sur la two-tier policing. Certains dénoncent l'existence d'un traitement différencié selon l'origine des auteurs ou des victimes. Que pensez-vous de cette critique? Oui, Keir Starmer, qui est un juriste, il nie constamment l'existence d'un two-tier policing. Il le nie. Mais il y a eu un rapport récemment, et c'est ce à quoi vous faites référence, qui préconisait une façon différente de traiter les condamnés ou les accusés blancs et non blancs. Et tout ça, c'est tout simplement le résultat de l'idéologie wokiste qui dit qu'il faut sacrifier l'égalité à l'équité. L'égalité, c'est traiter tout le monde de la même façon. L'équité, c'est compenser délibérément les désavantages dont auraient souffert certaines populations de manière à égaliser ce qui n'était pas égal. Le problème, c'est que ça ouvre la porte à tous les dérapages, à toutes les façons aussi de profiter de la situation. Donc, on a vu par exemple des migrants qui ont prétendu être homosexuels, mais ils ne l'étaient pas.
parce que ça présente un avantage. Dans le cas de Henry Novak, son assaillant a prétendu avoir été victime de provocations racistes et la police l'a cru d'emblée, même si la vraie victime était en train de mourir devant ses yeux. Donc on voit que l'égalité, c'est un principe très noble, mais l'équité, c'est l'injustice même. Et c'est ça le grand problème, et les travaillistes ne veulent pas s'attaquer à ce problème-là. Dans le même esprit, les scandales des grooming gangs ont laissé des traces profondes. On parle de 250 000 potentielles jeunes filles victimes de viols organisés par des gangs, souvent d'origine pakistanaise. Une partie de la population a-t-elle le sentiment que la justice et les institutions ne protègent plus équitablement tous les citoyens ? Je pense que, en l'occurrence, les juges, les magistrats, quand il s'agit de crimes aussi graves que les viols en bande organisée comme ça, la justice fait à peu près son travail, plus ou moins. Le problème dans le cas que vous citez, c'est que la victime, qui était aussi l'accusatrice, avait été persécutée en dehors du tribunal par la famille d'un des hommes accusés. Et cette forme d'intimidation de quelqu'un qui est à la fois témoin, victime et accusatrice est totalement acceptable. On a beaucoup parlé des grooming gangs l'année dernière parce qu'il s'agissait de mettre en place une commission qui mène une enquête au niveau national sur tout le phénomène. Pour le moment, ce processus est un peu ralenti par les rouages bureaucratiques du gouvernement, ce qui n'est pas du tout encourageant non plus. Et le spectacle ou l'exemple des grooming gangs reste présent à l'arrière-plan derrière tous ces événements. C'est ça la toile de fond. S'il y a ça derrière, vous voyez que ce système se prolonge de manière différente. Et aujourd'hui, il y a beaucoup à gauche qui voudraient... Ils ne peuvent plus nier le phénomène des grooming gangs, mais ils essayent de noyer ça dans les statistiques. C'est-à-dire, si on prend tous les cas de viol, tous les cas de viol d'enfants, ce n'est qu'une petite partie. Le problème, c'est que cette petite partie a été protégée par certaines personnes en position d'autorité, niée par d'autres, et la participation d'hommes issus de l'immigration est tout à fait disproportionnée à leur pourcentage de la population. Donc ces phénomènes ensemble montrent que c'est un cas très spécifique. Et il y a des gens pourtant qui continuent, pour des raisons politiques, de le nier. Il ne faudrait pas aller trop loin dans la mesure où dans toutes ces institutions, il y a des gens qui sont violemment opposés à ce système. Donc en politique, il y a des gens qui s'y opposent, notamment, bien sûr, dans le parti Reform UK, mais aussi au sein du Parti conservateur, et même un certain nombre de travaillistes, parce qu'il y avait des travaillistes dans les circonscriptions en question, des élus qui ont appris ce qui se passait et qui tiraient la sonnette d'alarme et qui ont été persécutés à leur tour. C'est ça ce qui est le plus beau en quelque sorte. Dans la justice, dans la police, tout le monde ne suit pas cette idéologie. Le problème, c'est qu'il y a suffisamment de gens pour suivre, pour qu'il y ait des effets des plus pervers. Donc, si vous voulez, il y a une résistance. Si tout était perdu, là, on serait vraiment perdu. Il y a une résistance. En même temps, cette résistance permet aux idéologues de gauche de dire, vous voyez, vous n'avez pas encore perdu. Merci, mais on voudrait gagner. C'est ça la différence. Est-il possible de comparer la situation britannique à celle de la France ? Comment expliquer l'émergence de mouvements communautaires ou islamistes dans certaines grandes villes anglaises ?
Est-ce que c'est une évolution qui est liée au modèle multiculturel britannique? Comment le distinguer du modèle républicain français? Il y a un certain degré où l'idéologie joue un rôle. La laïcité, ça protège un peu, pas complètement. La vraie différence, c'est entre la personnalité, en quelque sorte, de ces groupes d'immigrés et la façon dont ils travaillent. Les personnes issues de l'immigration pakistanaise ou d'autres parties du sous-continent indien, euh, euh, c'était déjà des gens assez organisés dans la lutte anticoloniale. Ils arrivent très tôt au Royaume-Uni. Ils sont contactés très tôt aussi par les intellectuels du Moyen-Orient, les frères musulmans d'Égypte, etc., etc. Donc là, on a, si vous voulez, des militants prêts à travailler et des hommes d'organisation et d'idées qui arrivent. Et donc, ça commence très tôt au Royaume-Uni. Donc, si vous voulez, ça commence dans les années 60 et ça décolle dans les années 70. Et dans une certaine mesure, c'est à partir du Royaume-Uni que le frérisme, bon, il y a eu d'autres approches aussi, mais c'est une des autoroutes majeures du frérisme en Europe. C'est à partir du Royaume-Uni, qui était, bien sûr, à partir de 73, membre de ce qu'on n'appelait pas encore l'Union européenne. Donc, c'est cette organisation, ce militantisme, qui caractérise du moins une partie de ces populations, qui est la vraie clé de compréhension. Il y a d'autres phénomènes comme différentes idéologies, le manque de laïcité, etc., etc., mais c'est surtout ça. Tandis qu'en France, les populations n'avaient pas les mêmes idées, les mêmes contacts, les mêmes priorités politiques. Et si on regarde la France, je dirais ceci comme différence. Dans les deux pays, il y a ce qu'on appelle de l'islamo-gauchisme. Mais au Royaume-Uni, c'est la partie islamo qui mène le bal. Tandis que pour le moment, en France, c'est la partie gauchiste qui mène le bal. C'est ça un peu la différence, à mon avis. Je pense que, il faut le dire, comme en France, à partir du moment où un nombre grandissant d'immigrés arrivés dans les années 60-70, ils n'ont pas été très bien accueillis par la population autochtone. Et à part l'organisation des militants parmi ces populations, il y a aussi un autre phénomène qui est que, au niveau local, pour compenser souvent la violence dont ces immigrés étaient victimes, le gouvernement local leur donnait des fonds pour créer des associations, des clubs sportifs, des salles de fête, etc., etc. Donc, il y a eu une sorte de modus vivendi. Vous ne nous embêtez pas avec ces questions de racisme dont vous êtes victime, et nous, on vous permet de faire des activités chez vous avec de l'argent. C'est ça un arrangement qui s'est fait dans certaines localités et c'est ça le multiculturalisme britannique. Au fond, ce n'est pas une idéologie du tout. La population majoritairement n'adhérerait pas à une telle idéologie, mais c'est quelque chose qui s'est installé en pratique. En même temps, le citoyen britannique moyen, comme la plupart des autres citoyens moyens, est méfiant vis-à-vis des étrangers, mais s'il a un voisin qui se comporte bien, il se dit, bon, pas de problème. Ils ne sont pas, comme on dit, racistes dans l'âme ou quelque chose comme ça. Et il faut vraiment des provocations comme celles qu'on a vécues ces dernières années pour que les gens
descendent dans la rue et se manifestent parfois de manière violente. Mais on a vu récemment, lors de la marche pour l'Union organisée par Tommy Robinson à Londres, sans violence. Vous avez également évoqué le rôle des frères musulmans dans l'islamisation de la société anglaise. Quelle influence ont-ils réellement exercée au fil des décennies au Royaume-Uni? Il y a des études qui ont été publiées. On ne leur a pas donné peut-être toute la publicité qu'elles méritaient. Puis des études détaillées, fouillées. Et parfois, quand on évoque les frères musulmans, on imagine une sorte de société secrète avec une sorte de conseil de dirigeants et un grand leader, etc., etc. C'est beaucoup plus décentralisé que ça. Il y a des gens qui se comprennent, qui ont des convergences d'intérêts. Alors, quand on suit la création de différentes associations dans différents domaines, l'antiracisme, l'éducation, les œuvres charitables, on voit toutes ces organisations, on fait une sorte de cartographie de ces associations. On trace dans la mesure du possible des flux d'argent. On voit qu'on trouve les mêmes relations, les mêmes personnes un peu partout. On voit une même pression petit à petit. Il faut dire que c'est ce qu'on appelle l'extrémisme non violent en Angleterre. Il y a l'extrémisme violent qui conduit à des attentats. Et on a vu des attentats. L'extrémisme non violent, c'est une tentative beaucoup plus sournoise, comme vous l'avez dit, pour noyauter les institutions et petit à petit faire avancer les pions et les idées. Une des grandes idées, ce serait d'imposer au Royaume-Uni une forme de loi contre le blasphème islamophobe. Là, on voit une pression constante sur des élus, sur des élus locaux, sur des intellectuels, dans les universités, dans les écoles. Et tout ça va dans la même direction. Il faut une loi contre l'islamophobie, contre tout ce qui peut être considéré comme blasphématoire. Et là, on voit toute la puissance et l'organisation d'une machine qui est bien huilée, bien roulée maintenant, bien rodée. Donc, on peut parler d'un véritable combat culturel qui se déploie sous nos yeux en ce moment. Enfin, on assiste vraiment à une... Où en étons-nous d'ailleurs dans ce combat? À quelle phase en sommes-nous? Peut-être qu'on peut parler des solutions politiques, l'émergence de figures comme Rupert Lowe qui suggère une réimmigration ou même la peine de mort pour les terroristes, ou même de tenir accountable les dirigeants politiques responsables. Bien sûr. Quel est votre regard sur cette situation politique, ces nouvelles figures et l'émergence de Nigel Farage aussi? Politiquement, encore une fois, ça ouvre un boulevard à Nigel Farage. Il y a des gens qui envisagent, qui ambitionnent une sorte de victoire totale. Ah oui, un jour, tout le pays, le Royaume-Uni sera sous la loi charia, etc., etc., etc. Tout le monde sera converti, ou comme ils disent, reconverti à la vraie religion. Et c'est juste trop ambitieux. Il y a assez de gens qui ne sont pas du tout convaincus par ça, qui n'en veulent absolument pas. Il y a des élus qui n'en veulent pas. Donc, ils vont toujours avoir une victoire limitée dans certains quartiers, dans certains milieux de partis politiques. Mais victoire totale, non, les gens n'en veulent absolument pas. Donc, il y a assez d'activités là pour créer du désordre et même des actes criminels. Il n'y a pas assez pour déstabiliser, pas pour le moment du moins, le pays en tant que tel. Mais nous sommes dans une situation qu'on peut qualifier pour le moins d'inconfortable. Ça, c'est sûr. Et des événements tels qu'on a vu récemment
à Belfast ou à Southampton, on va en revoir. Pour finir, j'aimerais évoquer avec vous cette une de Causeur affichée à l'écran. Pourquoi avoir choisi le thème du banquet français et quel message souhaitiez-vous faire passer? Eh bien, comme je disais tout à l'heure, au Royaume-Uni, dans l'islamo-gauchisme, c'est la partie islamo qui prend le lead. En France, c'est la partie gauchiste. Et donc, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a évoqué cette idée d'une nouvelle France. Il a lancé ça, il me semble, en 2018, qui a été repris depuis par d'autres membres de son parti, d'autres élus, et qui crée une forme de dichotomie entre les bons et les mauvais, les nouveaux et les anciens. Eh bien, nous, on rentre là-dedans en montrant que, eh bien, si vous voulez faire ça, où sera votre vivre ensemble? Et au fond, cette ancienne France, qui n'est pas la nouvelle France, c'est celle-là qui a accueilli tout le monde. Et la nouvelle France, c'est celle qui va refuser une partie des Français. Donc, si vous voulez, on met en lumière, au fond, le fait que ceux qui divisent et ceux qui, au fond, sont les plus racistes, parce qu'ils parlent le plus de race et de racisme, c'est ceux qui sont à gauche, voire à l'extrême gauche. Et donc, vous voyez que, au fond, en France, aujourd'hui, la lutte est surtout contre des politiques d'extrême gauche. Au Royaume-Uni, la lutte est surtout contre l'influence des islamistes qui est parfois subtile et difficile à cerner, mais quand même présente. Merci beaucoup, Jérémy Steff, d'avoir accepté notre invitation. Mon plaisir.